Yop les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler biathlon parce que oui, le biathlon a repris ses droits ce week-end pour la première des 3 dernières étapes de Coupe du Monde de la saison. Et oui, la reprise post-olympique a sonné, c'était ce week-end du côté de Kontiolahti en Finlande. La semaine prochaine on sera du côté d'Otepää en Estonie, là où la Coupe du Monde n'a encore jamais posé ses skis. On imagine qu'il y a pas mal d'excitation du côté de l'Estonie et qu'ils sont impatients du côté de ce pays tout nouveau dans le calendrier Coupe du Monde de pouvoir accueillir les stars du biathlon. Mais on va quand même s'intéresser à ce week-end de Kontiolahti, le débriefer parce qu'Otepää ça sera la semaine prochaine et bien évidemment il y a pas mal eu de faits marquants sur ce week-end de Kontiolahti. Bien évidemment le premier d'entre eux c'est Quentin Fillon-Maillet qui a encore une fois marché sur la concurrence, gagnant le sprint et la poursuite. On aura le temps bien évidemment d'y revenir. Quentin Fillon-Maillet qui continue sur sa lancée bien évidemment des Jeux Olympiques et de son début de saison qui, et on va pas se le cacher, assez extraordinaire en l'absence de Johannes Beu et de Tarjei Bø qui était malade et qui normalement devrait revenir du côté d'Otepää la semaine prochaine. C'est vrai que Quentin Fillon-Maillet s'est gavé en termes de points et en termes de victoires. Il est allé signer ses 14e et ses 15e victoires sur ce site de Kontiolahti en Finlande. Mais le deuxième gros fait marquant de ce week-end finlandais, c'est le relais féminin français qui était en tête bien évidemment du classement de la discipline avant finalement le début de ce relais à Kontiolahti en Finlande, dernier relais de la saison, et les Françaises, pour assurer le petit globe du relais, devaient impérativement terminer dans les 8 premières. Elles ont terminé 6e, donc techniquement elles auraient dû, bien évidemment, prendre ce petit globe. Seulement, les Françaises se sont vues disqualifiées à cause d'une erreur d'une étourderie de Justine Bressa-Bouchet qui a enclenché un chargeur pour finalement pallier à cette balle de pioche qu'elle avait perdue dans la fosse. Malheureusement, c'est interdit pour des raisons de sécurité. Forcément, la France s'est vue disqualifiée et a donc perdu du même coup le petit globe de la spécialité, le petit globe du relais. Alors forcément, il y a eu pas mal de sel sur Twitter, également sur les sites spécialisés de sport, pas mal de personnes qui se sont insurgées, bien évidemment, de cette erreur de Justine Bressa-Bouchet qui ne connaît pas le règlement. Alors c'est vrai que, encore une fois, il y a 2 poids 2 mesures, il y a 2 écoles, des personnes qui pensent que l'erreur est humaine et d'autres personnes qui sont intransigeants par rapport à ça et qui disent le règlement doit être connu. Alors moi personnellement, je fais partie des personnes qui pensent que l'erreur est humaine et que malgré la petite étourderie de Justine Bressa-Bouchet, ce n'est pas véritablement ce que je reproche à l'équipe de France, même si la finalité de cette étourderie de Justine Bressa-Bouchet, c'est la disqualification. Moi, ce qui me pose problème au-delà de la disqualification, c'est plutôt le manque de capacité de nos filles au tir et finalement de leur manque de réussite face aux cibles. 3 tours de pénalité et 16 pioches. Alors bien évidemment, certains vont me dire, même avec ces 3 tours de pénalité et 16 pioches, on aurait quand même fini 16e parce que Julia Simon avait réussi à s'arracher dans le dernier tour pour finalement aller chercher une 6e place, synonyme de petit globe de cristal. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, si on nous avait mis sur de bons rails, et si notamment Anaïs Chevalier-Bouchet avait fait le travail face aux cibles, Justine Bressa-Bouchet ne serait peut-être pas retrouvée dans cette position à devoir impérativement gratter du temps. Et c'est vrai, elle l'a dit, elle l'a répété, j'ai voulu gratter du temps, j'étais dans la perspective de gratter la moindre seconde et je n'ai pas fait attention au règlement. Alors c'est vrai qu'encore une fois, elle l'a reconnu, Justine Bressa-Bouchet, quand tu arrives face au cible, que tu perds une balle dans la fosse, il est évident qu'enclencher un chargeur et derrière le laisser enclencher lorsque tu cours, lorsque tu skis sur ton dernier tour, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Elle en a bien sûr convenu, mais encore une fois, dans le feu de l'action, je pense que vous, comme moi, ou comme la majorité des gens, on aurait fait la même chose. On perd la balle dans la fosse, on se dit merde, il faut vite que je reparte, on enclenche le chargeur, on en a un, on rechange, paf, on l'enclenche et on y va, on tire la balle. Alors c'est vrai que de manière générale, si on avait voulu respecter le règlement, il aurait fallu effectivement prendre le chargeur de rechange, extraire une balle du chargeur et la placer manuellement dans la culasse. Chose que Justine Bressa-Bouchet n'a pas fait. Mais encore une fois, malgré cette erreur de Justine Bressa qui coûte le petit globe, puisqu'il y a eu de la disqualification à cause de ça, moi ce que je reproche aux Françaises, c'est vraiment leur manque de réussite et quelque part leur incapacité à faire tomber les cibles au pas de tir, parce qu'encore une fois, la situation aurait été tout autre si on avait eu une Anaïs Chevalier par exemple qui avait réussi à limiter la casse sur le pas de tir. On n'aurait pas eu une Justine Bressa-Bouchet dans l'optique de gagner la moindre seconde. Donc c'est vrai qu'encore une fois, par rapport à cette polémique, je pense qu'il faut relativiser, encore une fois, l'erreur est humaine, et moi ce que je reproche en premier lieu, c'est notre manque de capacité, encore une fois, à abattre les cibles au pas de tir. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent chez les Françaises depuis déjà quelques années. Ça fait 4-5 ans qu'on est dans cette optique de construire les choses sur le pas de tir, et ça fait 4-5 ans qu'on a toujours les mêmes résultats. En témoigne encore une fois le pourcentage de réussite globale sur les courses individuelles de ce week-end, c'est-à-dire sur le sprint et sur la poursuite, 78% de réussite seulement. C'est quand même
très peu à ce niveau-là, et on sait qu'aujourd'hui, dans la mesure où le niveau sur les skis est très homogène ces dernières années, bah forcément quand vous abattez pas les cibles, eh bien vous perdez énormément de temps, et forcément quand on dit énormément de temps, eh bien on perd également énormément de place. Donc j'imagine que ça serait peut-être intéressant du côté du staff français de mettre des choses en place. Est-ce qu'il faut changer la structure de tir? Est-ce qu'il faut que Jean-Paul Jacquinot soit toujours derrière la jumelle l'année prochaine? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trouver une solution, parce que c'est pas possible de se retrouver avec des filles qui ne tirent pas, parce qu'encore une fois, il y a toujours des balles de trop. Alors bien sûr, il y en a qui arrivent, bien évidemment, à limiter la casse, à l'image d'Anaïs Chevalier-Boucher qui, du côté du sprint, avec un 9 sur 10, va chercher une belle 5e place. Elle arrive d'ailleurs bien à confirmer du côté de la poursuite en allant chercher une belle 6e place avec un 17 sur 20 qui est correct. Mais encore une fois, pour certaines filles, comme pour Julia Simon et Justine Bressa-Boucher, c'est très très compliqué. Justine Bressa, ce qui après, je rappelle, un beau 5 sur 5 sur le sprint, va se commettre une double faute sur finalement le tir debout et quelque part se planter une balle dans le pied pour la poursuite. Parce que quand vous sortez 2 balles, avec le niveau qui est de plus en plus resserré sur les skis, eh bien vous perdez énormément de place. Et ces 2 fautes de Justine Bressa-Boucher la fait reculer au 16e rang. Pareil pour Julia Simon, qui a fait une faute couchée, une faute debout. Et ben c'est pareil, elle termine 18e. Donc ça c'est pareil, toutes ces petites fautes qui sont récurrentes, et notamment ces doubles fautes, parce que des 8 sur 10 sur des sprints, notamment quand il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, comme c'était le cas à Toronto-Larty, ça reste des tirs qui ne sont pas vraiment très bons. Donc il va falloir les corriger pour essayer de pouvoir quelque part arriver à avoir de meilleures places et quelque part se mettre dans une position où on peut jouer la gagne et le podium, parce qu'on a des filles comme Justine et comme Julia qui sont capables, quand elles font des très bons tirs, à 9 sur les sprints ou à 18 ou à 19 sur des poursuites ou sur des mass start, capables d'aller chercher des victoires. En témoigne le titre olympique de Justine Bressa-Boucher. Elles n'ont rien à envier aux meilleures biathlètes du monde, aux filles qui sont les plus régulières. Alors encore une fois, bien évidemment, vous allez me dire, c'est ce qui fait la différence. Et ça, des filles comme Denise Herrmann et Thierry Lecoff cette semaine, ce week-end plutôt, eh bien, ont très bien compris, puisque Denise Herrmann et Thierry Lecoff, ce week-end du côté de Kontiolahti, ont respectivement cherché 2 podiums, dont une victoire chacune. Et oui, Denise Herrmann a pris le sprint, elle qui avait déjà gagné l'individuel aux Jeux Olympiques. Denise Herrmann, qui était un petit peu en délicatesse en début de saison, s'est bien retrouvée pour les gros événements. Elle surfe complètement sur la vague de sa forme ascendante par rapport aux Jeux Olympiques pour aller chercher une nouvelle victoire sur un sprint et un podium sur la poursuite. Et pareil pour Thierry Lecoff qu'on n'avait plus du tout vu ce début de saison, elle qui était quand même la tenante du gros globe de cristal, qui cette semaine continue de surfer comme Denise Herrmann sur sa forme ascendante des Jeux Olympiques, elle qui avait tout misé sur les Jeux, un petit peu comme les Norvégiens de manière générale, notamment Johannes Bö, qui a préféré, je vous le rappelle, faire l'impasse sur les 3 dernières étapes de Coupe du Monde. Et bien Thierry Lecoff, après ses podiums répétés du côté des Jeux, va chercher sa première victoire de la saison, après avoir fait un beau podium sur le sprint, et bien il va chercher la victoire sur la poursuite. Thierry Lecoff, que je disais peut-être en pleine réflexion par rapport, eh bien, à la suite de sa carrière, par rapport à son début de saison qui était un petit peu calamiteux, on va pas se le cacher, même si je me faisais cette réflexion-là et je vous disais ça en vidéo avant les Jeux Olympiques, c'est vrai que je me disais, est-ce que Thierry Lecoff, et d'ailleurs je vous avais fait part de cette inquiétude et de cette potentielle éventualité dans une vidéo avant les Jeux Olympiques, savoir si Thierry Lecoff, avec ses résultats, et si mauvais Jeux Olympiques il y avait, est-ce que finalement elle allait continuer sa carrière? Finalement les Jeux Olympiques ont été très bons, et la forme ascendante continue à être de mise pour l'ami Thierry Lecoff, donc ça veut dire qu'à mon avis, on est reparti pour au moins 2 ans côté Thierry Lecoff, et avec une forme ascendante d'ici à la fin de la saison qui pourrait lui permettre eh bien, de remporter quelques nouvelles victoires d'ici à la fin du calendrier régulier de la Coupe du Monde 2021-2022 et se mettre en confiance bien évidemment pour l'année prochaine et pour aller chasser le gros globe de cristal bien évidemment qui normalement va revenir à Marthe Ulsbo-Reuseland qui encore une fois a été incroyable. Marthe Ulsbo-Reuseland très régulière qui termine, si je ne dis pas de bêtises, 8e et 4e, ce qui est bien meilleur que Elvira Huber qui termine 7e et 9e, donc des 2 courses respectives individuelles sur ce week-end de Kontiolahti. Ça permet bien sûr à Marthe Ulsbo-Reuseland de prendre encore un petit peu plus d'avance et de se mettre clairement à l'abri face à une Elvira Huber qui, malgré le fait qu'elle ait finalement profité de l'abandon, ou plutôt de la non-participation, je vous le rappelle, de Zinara Alimekava qui est interdite en tant que Biélorusse et bien d'épreuves de Coupe du Monde d'ici à la fin de la saison, permet de consolider sa 2e place, de reprendre et de consolider la 2e place, mais elle voit de plus en plus s'éloigner Marthe Ulsbo-Reuseland qui devrait, comme Quentin Fillon-Maillet, selon toute vraisemblance, eh bien s'adjuger le gros globe de cristal cette saison, parce que oui, Quentin Fillon-Maillet, on en a parlé, c'est le contraste avec les filles. Quentin Fillon-Maillet est très à l'aise sur les skis, mais surtout très à l'aise sur le pas de tir. Il en a fait sa force ce week-end du côté de Kontiolahti, parce que oui, Quentin Fillon-Maillet n'était peut-être pas le plus rapide des gars comme Samuelsson,
également comme Emilien Jacquelin, semblait être plus rapide, plus en forme sur les planches. En même temps, Quentin Fillon-Maillet, il est quand même sur le front depuis le début de la saison. Il n'a pas eu un coup de mou depuis le début de la saison, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, pour Emilien Jacquelin ou pour Sébastien Samuelsson. Sébastien Samuelsson, qui sur les 3 et 4e étapes de Coupe du Monde et même sur les Jeux, n'ont pas forcément été à leur avantage. Et un Emilien Jacquelin qui, lors des Jeux Olympiques, est quand même assez passé au travers, on va pas se le cacher. Et malgré cette forme qui n'est peut-être pas la meilleure de toutes sur les skis pour Quentin Fillon-Maillet, il limite la casse, mais surtout fait le taf du côté du pas de tir, avec un 10 sur 10 sur le sprint, qui va bien sûr lui valoir la victoire, et un superbe 19 sur 20 sur la poursuite. Alors bien évidemment, on aurait pu aussi dire que ça aurait pu faire un petit 18, parce qu'il y a eu un beau cordon sur la 3e et dernière balle de son dernier tir debout, et puis bien évidemment la dernière qui sort de 2-3 cm, bref, un Quentin Fillon-Maillet qui s'est peut-être un petit peu relâché sur la dernière balle, mais en tout cas un Quentin Fillon-Maillet qui sur les skis fait le taf, à défaut d'être le plus rapide, mais qui surtout face aux cibles, eh bien, réussit à finalement être très performant. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que le garçon a réalisé un 39 sur 40 sur ce week-end de Kontiolahti. C'est quand même assez extraordinaire en termes de pourcentage de réussite. Je vous laisse calculer, c'est quand même assez fou. On notera aussi le super retour en forme d'Emilien Jacquelin, parce que oui, Emilien Jacquelin réussit bien évidemment à aller chercher de super temps de ski, mais derrière la carabine, on a retrouvé le Emilien Jacquelin joueur qui avait envie finalement de forcer les choses, forcer sa réussite. Alors c'est pas forcément toujours passé, puisque sur le sprint il en sort 2, il termine 6e, et si je ne dis pas de bêtises, sur la poursuite, il va sortir également 2 balles, mais terminer 4e. Emilien Jacquelin qui a fait une course et notamment une poursuite extraordinaire sur les skis, c'est un peu écroulé dans le dernier tour malheureusement, il n'a pas pu suivre les accélérations successives de Lucas Hofer, ni même prendre la route d'Eric Lesser, qui derrière revenait tambour battant pour déposer au sprint Lucas Hofer dans la dernière ligne droite, mais en tout cas un Emilien Jacquelin qui se fait plaisir, qui est revenu à un extraordinaire niveau, et ça permet bien évidemment d'avoir, je sais pas, une grosse bataille d'ici à la fin de la saison entre Samuelsson et Emilien Jacquelin pour le gain de la 2e place. Encore une fois, on pourrait réaliser quelque chose d'historique côté français, c'est-à-dire 1 et 2 au général à la fin de la saison régulière. Ça n'est jamais arrivé parce que même à l'époque de Martin Fourcade, eh bien, il n'y avait pas de garçon capable de finir 2e. On se souvient que Quentin Fillon-Maillet avait terminé 3e lors du dernier sacre de Martin Fourcade dans le classement général de la Coupe du Monde. Autant vous dire que ça pourrait être historique cette année avec 2 Français aux 2 premières places du classement général de la Coupe du Monde. Après la fin de la saison régulière, on n'en est pas là, mais c'est plutôt bien parti. D'ailleurs, en parlant de classement général, on va vite quand même faire un tour par rapport au classement des Françaises et des Français. Oui, c'est important quand même de vous le dire, parce qu'on fait un super tir groupé, malgré le fait qu'on soit pas à l'aise du côté des filles sur le pas de tir, qu'on a du mal à blanchir les cibles, on a quand même un super tir groupé parce que les Françaises sont 7, 8, 9 et 10 du général, autant vous dire que c'est assez extraordinaire. Anaïs Chevalier est 7e, Justine Bressas-Boucher est 8e, Anaïs Bescon est 9e et Julia Simon 10e. C'est quand même un sacré tir groupé pour des filles qui ne sont pas très régulières, autant vous dire que lorsqu'on arrivera à capter la régularité sur le pas de tir et blanchir les cibles de manière presque systématique, on arrivera à avoir des Françaises qui se battront pour le top 5 et pourquoi pas même pour le podium et pourquoi pas même pour le gros globe de cristal, surtout quand on connaît le talent de Julia Simon et de Justine Bressaz. Bien évidemment, côté français, je vous l'ai déjà dit, on a 3 Français dans les 10, Simon Détieux est 10e au classement général, Emilien Jacquelin 2e, Quentin Fillon-Maillet également, et donc bien évidemment premier, largement premier. Ce gros globe de cristal, mathématiquement, n'est pas assuré, mais on va pas se le cacher, il reste 5 courses. Quentin Fillon-Maillet est largement en tête, à moins de grosses craquantes ou de tests positifs au Covid et de grosses performances derrière de ses principaux concurrents. Quentin Fillon-Maillet devrait très clairement remporter ce gros globe de cristal. Ça fait beaucoup de si et beaucoup d'éventualités qui, clairement, on va pas se cacher, ne risquent pas de se produire. Et en tout cas, on ne l'espère pas parce que ça nous ferait bien chier quand même côté français, sachant qu'on attend quand même le successeur de Martin Fourcade. Alors certes, entre 2004, dernier gros globe de cristal de Raphaël Poiré, et 2012, premier gros globe de cristal de Martin Fourcade, il s'est passé 8 ans. Là, il se passerait seulement 3 ans, mais quand même, on a quand même besoin d'aller chercher ce gros globe de cristal pour reprendre un peu de suprématie, sachant que les Norvégiens, d'un point de vue collectif, nous mettent quand même la misère. On l'a encore vu sur le relais masculin avec les Norvégiens, avec une équipe bis qui ont réussi à aller chercher la victoire. Ça, c'est-à-dire c'était un superbe relais. Les Français ont pris la 3e place. Des Français qui, certes, sur le papier, étaient meilleurs que les Norvégiens de cette équipe bis et qui sont même meilleurs que les Norvégiens de manière générale, même quand ils mettent leur équipe A, en tout cas cette année, en termes de classement, ils sont au-dessus. Mais c'est vrai qu'encore une fois, la culture de la gagne, la culture du relais, bref, le côté collectif est peut-être plus soudé du côté des Norvégiens que du côté, finalement, des Français. Peut-être aussi parce que du côté norvégien, on a besoin de se montrer, besoin quelque part de se faire une place dans une nation où les places sont extrêmement chères. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre ce que vous avez pensé
de ce week-end du côté de Contiolarty, de me faire part de ce qui vous a le plus plu, de ce qui vous a le moins plu, de ce qui a retenu votre attention. Je me ferai un plaisir bien sûr de lire vos commentaires, et puis si vous avez des questions sur pas mal de choses, sur le biathlon ou sur autre chose, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, c'est-à-dire l'abonnement, le like et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Moi, ça m'aide bien sûr à la référence de la vidéo pour être mieux référencé sur YouTube. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.